Alors, bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est à distance, de manière virtuelle. Alors, qui je suis? Ben voilà, me voilà. Je suis professeure à l'Université Laval à Québec, au département d'information et de communication. Je suis anthropologue et philosophe de formation et je dirige en ce moment un projet de recherche sur la science ouverte dans les universités d'Afrique francophone et d'Haïti. Et ça va teinter ma présentation puisque je vais faire souvent allusion aux réalités africaines qui ne sont pas du tout les mêmes que les réalités européennes ou américaines par rapport à la question du libre accès. D'ailleurs, je commence tout de suite avec un schéma très frappant qui montre ce qu'on appelle la fracture cognitive ou la fracture scientifique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ça, c'est une carte qui représente la quantité de publications scientifiques dans le Web of Science en 2001. Et la suivante, ben, c'est la situation telle qu'elle est en 2011. Donc on voit une petite amélioration pour les pays du Sud, surtout le Brésil, qui est d'ailleurs un champion du libre accès. Mais c'est quand même une grosse domination de l'Europe et de l'Amérique. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Que la publication scientifique, c'est pas juste un détail dans la vie scientifique, c'est un enjeu central et majeur pour le régime actuel de production des savoirs scientifiques. Ça, c'est une expression de Dominique Pestre, qui est un historien des sciences formidable, qui décrit ainsi le système monde actuel de la science, avec son centre et sa périphérie. Alors, ce régime actuel de la science, ce système monde est marqué par le post-positivisme et l'économie du savoir, et la publication scientifique n'est pas simplement un moyen de communiquer ses résultats à ses collègues, comme ça pouvait l'être à une autre époque. C'est devenu un enjeu géopolitique, puisqu'on se base là-dessus pour les palmarès, les compétitions entre les universités, etc. Un enjeu économique, comme on va le voir abondamment, puisque les éditeurs scientifiques à but lucratif font des taux de profit semblables à ceux des compagnies pharmaceutiques en publiant des textes financés par des fonds publics que les bibliothèques doivent leur payer une deuxième fois en s'abonnant à leur revue. Donc c'est un enjeu économique absolument majeur. C'est aussi un enjeu professionnel. Elle est essentielle à la carrière scientifique, au CV des chercheurs, que ce soit pour obtenir un poste, une permanence ou des subventions de recherche. Mais est-ce qu'il s'agit de qualité ou de quantité? C'est à voir. Et c'est aussi un enjeu industriel. Tout ça, ça forme le cadre normatif du système monde actuel de la science. L'édition scientifique, donc là où on fabrique les publications, devient le lieu de tous les fantasmes et de nombreuses critiques. On va critiquer par exemple l'effet de marque des revues, où le capital symbolique d'une revue devient plus important que la qualité de la publication, ou publier plutôt que publier. Publish or perish, c'est une pression énorme sur les chercheurs qui génère des problèmes de santé mentale, santé psychologique, et parfois on s'aperçoit que c'est n'importe quoi ce qui est publié. C'est des tout petits résultats parfois qu'on transforme en articles, même les projets de recherche, on peut les publier en articles, etc. Tout pour ajouter une ligne au CV. Alors que j'ai lu ce matin un article très intéressant qui disait il y a beaucoup plus, enfin qu'aucun chercheur, qu'il y ait à peu près 250 articles par année, n'est capable de maîtriser ce qui se publie dans son domaine. Il y a vraiment une pléthore de publications. Il y a aussi des fraudes, des scandales, des rétractations d'articles, j'en parlerai pas ici, mais la pression à publier fait faire parfois n'importe quoi aux chercheurs. Obsession de la signature, il y a un article qui a été repéré avec 500 signatures en sciences, dans les sciences exactes. Mauvaise qualité, donc impossibilité de répliquer, on s'aperçoit de plus en plus, y compris en psychologie et sciences de l'éducation. Et l'évaluation par les pairs ne fonctionne pas toujours bien. Mais malgré tout ça, la publication continue d'être l'élément central de la production scientifique. Alors, je vais vous présenter deux finalités possibles du libre accès. La première, c'est améliorer la productivité des chercheurs et des chercheuses et accélérer la recherche. Et ça, c'est très frappant quand on lit un peu tous les articles, les plaidoyers, etc. des chercheurs. Je dis bien des chercheurs et des chercheuses pour le libre accès. C'est vraiment cette idée d'accélération et de croissance de la productivité de la recherche qui revient.
Par exemple, Eisenbach va dire le libre accès avantage la science en accélérant la diffusion et la réutilisation des résultats de recherche. Ou un autre article s'appelle carrément accélérons la science en embrassant la publication en libre accès. L'idée est simple, plus les résultats sont diffusés vite et sont accessibles partout grâce au web, plus la recherche avance, plus les publications se multiplient et plus la croissance de la science continue dans cette logique de croissance qui est très liée évidemment au néolibéralisme. Donc la science est vue de ce point de vue-là comme une industrie qui produit quoi? Qui produit des savoirs sous forme de publication. Et les revues sont les gestionnaires, les contremaîtres, qui doivent garantir la qualité de cette production. Il y a une extension économique de cette première finalité, qui n'est pas toujours perceptible d'ailleurs aux yeux des chercheurs et des chercheuses qui défendent cette accélération de la production, de la qualité de la science. Ce sont ces avantages économiques. C'est que cette productivité favorise non seulement la recherche, mais également l'innovation. La vice-présidente de la Commission européenne disait « Le libre accès à la science, c'est une mine d'or de cash, carrément ». D'où l'intérêt de l'OCDE et de tous ces pays pour le libre accès, car cette habitude de partage productif des savoirs augmente les possibilités d'innovation et stimule l'innovation, et l'innovation évidemment commercialisable. Donc le libre accès est tout à fait compatible avec le désir de rentabiliser les investissements dans la recherche. Dur pour les sciences sociales, humaines ou fondamentales qui ne peuvent pas être dans cette logique. La deuxième finalité du libre accès, c'est celle dans laquelle moi je me reconnais le plus, c'est la démocratisation de l'accès à la science, toujours sous la forme de publication, par différents publics qui n'ont pas accès aux ressources des bibliothèques universitaires. Les enseignants, par exemple, les enseignants du secondaire, du primaire, qui voudraient se tenir à jour dans leur domaine, les non-scientifiques en général, les organismes de la société civile qui défendent des causes ou qui veulent mener des recherches d'intérêt public pour qu'ils aient accès à la science. Les journalistes, même les journalistes scientifiques n'ont pas accès aux articles qui sont fermés. Les administrations publiques, les diplômés. Donc l'idée de cette finalité, c'est de faire advenir une société du savoir avec des citoyens, des citoyennes mieux informés. Et c'est un peu subversif par rapport à tous ceux qui disent non, ce qu'il faut, c'est la vulgarisation scientifique. Là, ici, cette finalité du libre accès dit non, on n'a pas besoin de cette médiation. Tout le monde peut être capable de trouver l'article qui lui convient et de le lire. Il y a également une extension politique à cette finalité du libre accès, puisqu'on remarque que les pays du Nord sont de plus en plus favorables au libre accès dans leur politique publique, leur politique scientifique. Par exemple, la loi République numérique qui a été votée en France en novembre 2015, et en Suisse. Alors j'ai appris que tout récemment, la stratégie nationale du libre accès a été acceptée et que le Fonds national suisse de la recherche va réserver ses subventions aux publications en libre accès à partir du 1er juillet. Donc c'est la même chose au Canada. Tous les chercheurs qui obtiennent des subventions de recherche doivent mettre tous leurs articles en libre accès au plus tard 12 mois après leur publication. Un des arguments qui est utilisé par les États du Nord, qui est moins subversif que celui de la démocratisation de l'accès à la science, c'est celui de la justice fiscale, c'est-à-dire un retour aux contribuables de la recherche qu'ils ont financée par leurs impôts. Dans les pays du Sud, quel est l'impact du libre accès? Il est énorme. Il est énorme, mais il est complexe. Alors je viens de faire un texte là-dessus, que je vous enverrai éventuellement. Évidemment que le libre, étant donné qu'il y a très peu de ressources dans les bibliothèques, et que les étudiants et les professeurs des universités africaines et haïtiennes se retrouvent dans la même situation que les exclus du Nord, les enseignants, les journalistes, etc. Le libre accès immédiat et intégral aux articles scientifiques, c'est une immense opportunité pour eux d'avoir accès à des ressources scientifiques. Donc le libre accès résout une difficulté locale, mais pas bien, il y a plein d'autres difficultés en Afrique et en Haïti pour faire de la science que le libre accès ne peut pas résoudre. Il peut même aggraver l'aliénation épistémique, ce que j'appelle l'aliénation épistémique des scientifiques du Sud, parce que dans le fond, tous ces articles du Nord parlent des pays du Nord. Or, les pays du Sud doivent se débrouiller avec ces textes comme cadre théorique, etc.
Donc le projet SOA, et je n'en dirai que ce mot-là, vise à rééquilibrer le libre accès, à le décoloniser, à le rendre inclusif avec une stratégie visant l'empowerment des scientifiques des pays des Suds. Alors, pour revenir au libre accès, donc, c'est une idée qui existe depuis longtemps. En fait, dès la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait cette idée que les États reconnaissent à chacun le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. On retrouve ça ici, vous voyez dans le petit A de l'article 15, sur du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Je voudrais vous montrer maintenant une petite expérience pour bien vous faire comprendre c'est quoi l'enjeu du libre accès, parce que parfois quand on est dans une université, on s'en rend pas toujours compte. Voilà, c'est un exemple d'une recherche qu'on peut faire. Voilà, imaginez, vous êtes au Burkina Faso, vous faites une recherche, vous travaillez sur le débat public et vous trouvez cet article qui vous intéresse énormément dans votre recherche documentaire. Alors, vous cliquez dessus et vous êtes bon, là c'est l'université Laval, mon université. On vous demande d'un petit clic de vous connecter à quelque chose. Et puis, une fois que vous êtes connecté, ben vous avez accès, on voit bien ici que vous êtes connecté, vous avez accès à l'article sans problème. Mais si vous n'êtes pas de l'université, voilà, vous tombez sur cette page-là. Achetez cet article en version électronique, 5 €. Alors 5 €, c'est pas forcément cher, mais ça suppose une carte de crédit et ça suppose d'avoir 5 € pour acheter un PDF. Et ça, pour les pays du Sud, c'est malheureusement une énorme barrière. En fouillant un peu, on découvre que les auteurs avaient déposé leur texte sur le site web de leur centre de recherche, en libre accès, avant même sa publication. Et c'est exactement le même thème, le même texte. Vous voyez, il y a écrit « apparaître dans ». C'est le même article. Il était en libre accès. Je vous donne un autre exemple, c'est des exemples aberrants que vous connaissez certainement. Alors ça ici, c'est un compte-rendu de livre, c'est même pas un article, sur la malaria. Donc un sujet quand même fondamental qui peut intéresser les pays du Sud où le paludisme et la malaria sont endémiques. Eh bien, pour avoir accès à ce compte-rendu, il faut payer presque 38 $ avec une carte de crédit. Un autre exemple, ça c'est un article d'un auteur haïtien de mes collègues dans notre projet. Lui-même, pour avoir accès à son article, il peut le louer à 6 $ pendant 48 heures ou 15 $ dans le cloud, ou bien acheter le PDF pour 38 $. Là, je voulais vous montrer les bases de données aussi, par exemple de Elsevier. Alors, vous voyez des articles, septembre 2016, mars 2014, et ici 2005. Même des articles anciens sur les élections politiques à Hong Kong. Vous voyez, le même tarif. Ça, c'est un autre problème auquel le libre accès répond, c'est les références qui ne sont pas numérisées et pas en ligne, qui ne sont pas accessibles. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que les revues veulent faire beaucoup d'argent, et donc elles vendent leurs abonnements aux bibliothèques universitaires et elles n'arrêtent pas d'augmenter leur prix, même s'il s'agit d'articles qui sont dématérialisés, c'est-à-dire numériques. Donc, il n'y a même pas les coûts d'impression ni de transport qui étaient normalement les dépenses principales d'une revue scientifique. Donc, même Harvard ne peut plus se permettre les prix des revues scientifiques. Donc, en bilan, les articles scientifiques ne sont accessibles gratuitement qu'aux chercheurs, étudiants et étudiantes dans l'université abonnés aux revues qui publient ces articles. Les revues pratiquent l'évaluation par les pairs, mais les auteurs ne sont jamais payés. Ça, c'est le consensus normatif de notre système monde de la science. Les revues sont classées avec un facteur d'impact. Le facteur d'impact, là, peut-être vous ne me croirez pas, peut-être qu'on vous a appris que c'est quelque chose de très important, mais c'est un outil commercial, c'est un outil de marketing avant tout. Ça n'a aucun sens, puisque ce qui compte, c'est l'article lui-même. C'est pas une revue qui peut publier des bons comme des moins bons articles. Et les éditeurs ne cessent d'augmenter le coût des abonnements à ces revues, et les revues qui sont à l'extérieur de ce circuit, notamment en Afrique et en Haïti, sont complètement ignorées. Et pourtant, le web permet de partager un texte à l'infini, sans coût, sans jamais le perdre, et tout ça pourrait faire de la science un bien commun, un patrimoine commun à partager.
Donc ça, c'est l'idéal du mouvement du libre accès qui, depuis les années 90, se met en place en résistance, dans le fond, à cette appropriation de la publication scientifique par les éditeurs commerciaux, par le Web of Science, par le système monde de la science. Alors ça a commencé avec une déclaration, la déclaration de Budapest de 2002, qui est encore un texte qui fait référence et qui définit ainsi le libre accès. Donc par accès libre à la littérature scientifique, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, ça c'est le data mining, s'en servir de données pour un logiciel ou s'en servir à toute fin légale, sans barrière financière, légale ou technique. Voilà, c'est ça le secret, que celle indissociable de l'accès ou de l'utilisation d'Internet. Donc c'est pouvoir accéder au texte sans barrière. Tout récemment, en mars 2015, il y a eu un rapport à l'ONU très intéressant qui a été déposé sur le droit à la science et le droit d'auteur. Il reconnaît un droit collectif à la science dans ce rapport et il indique, notamment dans sa recommandation 113, que les universités, les institutions publiques de recherche devraient adopter des politiques en vue de promouvoir le libre accès aux travaux de recherche sur la base d'un système ouvert et équitable et recommande même l'utilisation de licences Creative Commons dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, comment réaliser le libre accès? Il y a deux chemins et c'est fondamental de le comprendre parce que si un chemin ne marche pas, il y a l'autre. Et souvent, quand je fais ces présentations, les gens me disent « mais si la revue veut pas », eh bien, il y a l'autre voie qu'il faut connaître et comprendre. Donc, il y a deux voies, la voie dorée, ce qu'on appelle la voie dorée, qui consiste à publier dans une revue scientifique qui est elle-même en libre accès, et il y a la voie verte, qui est d'archiver une copie de ces articles dans un dépôt institutionnel, qui est un site web, en général géré par l'université et sa bibliothèque universitaire. Voilà les deux façons de réaliser le libre accès que je vais vous présenter. Donc, la voie dorée, tout d'abord, je fais, si jamais vous n'êtes pas au courant, peut-être que pour vous c'est évident, mais il y a toujours des gens qui apprécient que je le rappelle, il ne faut pas mélanger la question du format d'une revue, de son support, et celle de sa qualité. Il y a des formats variés. Les revues peuvent être imprimées en ligne, fermées, avec embargo, hybride, libre accès immédiat, les auteurs payent, tout ça, ce dont je parle dans cette conférence, c'est vraiment le format, le support de l'article. Et, quel que soit le format, il peut y avoir dans cette revue un comité scientifique qui fait l'évaluation par les pairs ou non. Autrement dit, il y a des revues imprimées qui n'ont pas d'évaluation par les pairs. Et il y a des revues en ligne qui ont une évaluation par les pairs. Ça dépend de la politique éditoriale de la revue, ça n'a rien à voir avec son mode de diffusion. Le mode de diffusion, c'est une décision éditoriale de la revue, mais ça n'a pas de lien avec l'évaluation, le mode d'évaluation des articles. Donc, les formats et modèles d'affaires. Alors, je vous donne quelques définitions très rapides pour les revues en libre accès, non, les revues en général. Donc, ce qu'on appelle une revue fermée, c'est une revue qui est accessible seulement aux institutions universitaires qui ont payé un abonnement. Donc, dans le fond, pour vous, quand vous êtes dans votre université, que vous vous connectez à votre bibliothèque, vous n'avez pas l'impression qu'elles sont fermées, parce que vous y avez accès en vous connectant. Mais elles sont, pour tous les autres, elles sont fermées ou payantes. Elles font payer les lecteurs, en d'autres termes. Ou bien les lecteurs qui sont dans les universités en faisant payer les bibliothèques, ou bien les lecteurs à l'extérieur des universités en faisant payer l'accès au PDF. Ensuite, il y a le terme embargo. C'est une revue qui est fermée pour quelques mois. Donc, elle attend quelques mois. Ça peut être le cas, par exemple, des revues qui sont imprimées et qui veulent écouler leurs exemplaires papier avant de mettre leur texte en libre accès. Donc, c'est un temps d'embargo. Et cette notion est très importante parce que c'est justement là-dessus que jouent les politiques scientifiques. Par exemple, au Canada, on a choisi 12 mois maximum d'embargo. Donc, une revue est obligée, ne peut pas imposer un embargo plus long que 12 mois. Et je sais qu'il y a par exemple, il y a des revues qui appartiennent à certaines maisons d'édition, une en particulier dont Marie-Vonne pourra vous parler,
qui exige un embargo de 3 ans. Alors, c'est pas compatible même avec les politiques scientifiques des pays. Alors, il y a les revues hybrides. Ça, alors, c'est le gadget de marketing le plus sournois qui soit. C'est que vous publiez comme dans une revue qui est fermée, et donc c'est une revue qui se fait acheter très cher par les bibliothèques, et là, elle vous propose de mettre votre article en libre accès si vous payez. Donc, pour chaque article, elle va à la fois recevoir un abonnement de la bibliothèque et de l'argent de l'auteur. Donc, c'est vraiment des revues à boycotter absolument. C'est le cynisme absolu. Il faut surtout pas publier dans des revues qui fonctionnent comme ça. C'est des machines à fric, c'est rien d'autre. Et puis ensuite, donc, il y a le libre accès. Alors, il y a le libre accès donc, qui peut être avec embargo, qui peut être sur demande spéciale. Et il y a le libre accès qui est, donc on l'appelle immédiat et intégral. Donc la revue publie directement et intégralement tous ses articles en libre accès, et pas seulement le résumé ou ce qu'on appelle les métadonnées, le résumé, le nom de l'auteur, les mots-clés. Et ça, c'est à peu près le cas de 70% des revues. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est le cas. Par exemple, la plupart des revues en sciences humaines, en sciences sociales, fonctionnent de cette manière-là. Toutes les revues sur la plateforme revue.org, elles peuvent avoir un temps d'embargo. Donc, c'est pas forcément un libre accès immédiat. Mais quand le libre accès va arriver, il va être intégral. Et de plus en plus, c'est le libre accès immédiat et intégral. Alors, comment ces revues se financent-elles si elles ne font pas payer leurs lecteurs et pas payer leurs auteurs non plus? Ben non, pas payer leurs auteurs. Si elles ne font pas payer leurs lecteurs, comment elles se financent? Donc, elles peuvent faire payer les auteurs. Des recherches ont montré que c'était à peu près 25 à 30% des revues en libre accès, des revues commerciales comme PLOS, comme on en verra quelques-unes tout à l'heure. Donc, ce sont des grandes revues qui ont simplement déplacé leur coût de fonctionnement des lecteurs vers les auteurs. Mais toutes les revues ne sont pas des revues commerciales de ce type-là. Et donc, il y a des revues qui reçoivent des subventions de l'État. Au Canada, c'est Érudit qui subventionne les revues, ou de leur université. Et ça, pour moi, c'est l'idéal. C'est l'université qui se réapproprie la diffusion des articles scientifiques produits par les chercheurs, sans avoir besoin de ces intermédiaires prédateurs que sont les revues commerciales. Et on peut également réduire les coûts. Alors, il y a eu des logiciels libres qui ont été créés pour gérer des revues sans que ça coûte très cher. Par exemple, Open Journal System, qui est la plus connue. Lodel, c'est le logiciel qui est utilisé par la plateforme revue.org, Open Edition, ou DSpace, qui est un autre logiciel d'archivage d'articles scientifiques. Alors voilà un peu les différentes situations des revues, et c'est très important de vous en informer quand vous voyez un appel de texte qui vous paraît pertinent. Vérifiez tout ça pour ne pas tomber des nues au moment de la publication. Qu'est-ce qu'on appelle les revues prédatrices? Moi, je considère que les grandes revues scientifiques qui font payer les auteurs ou les bibliothèques pour des articles qu'elles ont reçus gratuitement de la part des chercheurs et simplement pour poser leur nom, là, un effet de marque, pour moi, je considère que ce sont des revues prédatrices. C'est comme aller s'acheter un t-shirt, je sais pas moi, Billabong, n'importe Armani, et puis payer 200$ pour un t-shirt de coton. Bon, pour moi, c'est le même effet. Mais parmi les acteurs du libre accès, il y a ce qu'on appelle des revues prédatrices, qui sont des fausses revues, en fait. C'est des gens qui lancent des revues uniquement pour faire de l'argent et faire payer des auteurs crédules qui ont tellement envie de publier qu'ils font même pas attention à l'endroit où ils publient et qui pensent que maintenant il faut payer pour publier, alors ils sont prêts à envoyer de l'argent. Et ce sont des revues, dans le meilleur des cas, elles font juste de la mise en ligne, donc vraiment elles font aucun travail éditorial ou quoi que ce soit, et dans le pire des cas, elles sont complètement fausses et elles font rien. Donc, mais ce phénomène qui est très décevant, évidemment, c'est une exploitation du mouvement du libre accès, est quand même pas très répandu. On a calculé que c'était à peu près 5% des revues en libre accès qui font
5% des revues en libre accès sont des revues... Non, pardon, je répète, excusez-moi. Sur les 30% de revues en libre accès qui font payer les auteurs, il n'y en aurait que 5% qui sont des fausses revues ou des revues prédatrices. Ce qui était très intéressant quand même de ces recherches, c'est que le DOAJ, alors le DOAJ, je vous le montre ici, c'est le répertoire, le portail de toutes les revues en accès libre. Alors face à la documentation de ces revues prédatrices, il a décidé de resserrer ses critères d'admission. Donc vous voyez, à une certaine époque, il y avait 10 000, en 2015, il y avait 10 278 revues, hein, près de plus de 1 million d'articles. Donc tout ça, c'est du libre accès, auteur payant, auteur non payant. C'est la base de référence des revues en libre accès. Je précise tout de même que c'est un site participatif, c'est-à-dire que il faut que le directeur de la revue fasse la demande pour adhérer à ce répertoire. C'est pas un moteur qui va recenser tout le monde d'un seul coup. Donc le DOAJ a décidé de resserrer ses critères, et ce que ça a donné, ça c'est en 2016, hein, il y avait plus que 9181 revues. Par contre, il y a beaucoup plus d'articles, hein, parce que ce sont des revues qui progressivement ajoutent leurs archives. Donc voilà, ça c'est une base très intéressante de données. Voilà la base de la plateforme de Érudit, donc qui comporte énormément de revues, surtout québécoises, canadiennes. Ça c'est le portail donc de revue.org. Vous avez certainement été une fois sur cette interface que vous reconnaissez. C'est celle du groupe Open Edition, qui contient aussi le groupe Hypothèse, qui propose des blogs de recherche. Donc vous voyez ici, nouveau numéro en libre accès. Ce sont des revues qui, quand elles publient un nouveau numéro, il est directement en libre accès. Voilà, ça c'est revue.org. Voilà un exemple d'une revue de revue.org. C'est une revue sur la revue Netcom. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure de ces revues qui font payer les auteurs. Alors ils ont des très beaux sites, évidemment, ce sont des revues qui ont de l'argent. Ils ne vont pas chercher des logiciels libres pour faire leur portail. Donc Biomed Central, ils se définissent même comme des Open Access Publisher. Donc ils revendiquent leur choix du libre accès. Ils essayent aussi de faire des choses pour les pays en développement, mais c'est une revue qui fait payer les auteurs, et pas qu'un peu. Vous avez cette plateforme aussi d'Afrique du Sud qui recense des revues africaines. Certaines, vous voyez, il y a 500 revues, et dont presque 200 sont en libre accès. Donc cette plateforme a des revues à la fois fermées et en libre accès. Voilà un exemple. Alors ça, c'est un exemple d'une revue africaine, mais c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Cette revue est en libre accès, et comment elle fait son libre accès? Elle met le PDF en ligne. Alors ça, c'est la meilleure façon pour que on ne trouve jamais, que personne ne trouve jamais ces articles-là. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser des logiciels ou des plateformes qui permettent l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'un moteur de recherche comme Google Scholar ou un autre, j'en parlerai tout à l'heure, soit capable de repérer par le jeu des mots-clés, des résumés, des noms d'auteurs, soit capable de repérer l'article dès qu'il est mis en ligne. Donc, ne jamais mettre simplement un texte en PDF. C'est du libre accès dans un certain sens, puisque quelqu'un qui tombe dessus peut y avoir accès, mais c'est pas du libre accès dans la mesure où le chemin pour y arriver, il est comme invisible, hein, pour les gens qui sont sur Internet. Alors voilà l'interface maintenant de Open Journal System. Alors vous reconnaîtrez, parce que toutes les revues, elles ont évidemment leur logo en haut, puis elles peuvent choisir leur police de caractères, mais elles ont toujours ce petit menu-là qui permet de se connecter, de chercher le contenu du journal, etc. Alors, ce qui est très intéressant, donc, c'est que ces éditeurs scientifiques, comme je vous le disais, passent de plus en plus au libre accès en faisant payer les auteurs. Et là, le libre accès devient tellement plus accepté, maintenant qu'ils ont compris comment continuer à faire de l'argent, qu'ils n'hésitent pas à faire des portails qui vantent leur engagement dans le libre accès. Alors ça, c'est Elsevier, vous voyez, 250 000 articles en libre accès.
On a ici Sage, ça c'est sa page du libre accès. Alors il montre qu'ils sont très engagés par toutes sortes de choses. Mais vous voyez, Gold Open Access Journals, Gold, c'est la voie dorée. C'est la voie dorée. Et vous voyez que Sage propose, je parlais de la voie hybride, il propose la voie hybride. C'est-à-dire, ils disent, vous voyez les auteurs, vous avez de la chance, si vous voulez publier votre article en libre accès, vous pouvez le faire en payant. Et ça, évidemment, c'est de la fausse représentation parce qu'il y a une autre façon de faire. Ça, c'est Wiley aussi qui a sa page maintenant sur le libre accès. Et alors, si on regarde, alors pour les pays d'Afrique, tout ça, ils font des exemptions. Ils offrent des exemptions. Mais pour moi, c'est pas acceptable parce que ces exemptions, donc des frais demandés aux auteurs, c'est arbitraire. Ça peut être retiré n'importe quand. C'est vraiment pas du développement durable. C'est de la charité, encore une fois, pas intéressante. Alors, on peut regarder les prix qui sont demandés, vous voyez, pour ces revues. Alors, on a ici de 4200. C'est des euros. Non, c'est des livres. Non, ça, c'est des dollars. Donc, 4200 pour publier dans Molecular Systems Biology Nursing, une revue de nursing. Il faut payer 2000 $ ou 1800 € pour publier dans ces revues. Alors, je ne sais pas lequel est le plus, je me souviens plus, pardon, lequel est le plus cher, mais ça vous donne une idée. Et évidemment, cet argent-là, c'est pas de l'argent que les auteurs sortent de leur poche. C'est de l'argent qui vient des subventions de recherche, et donc, c'est de l'argent qui vient des contribuables. Donc, on retrouve le même problème. Ces compagnies s'enrichissent, encore une fois, sur le dos fondamentalement des contribuables. Alors donc, comme je vous le disais, selon moi, les frais demandés aux auteurs, c'est quelque chose d'inacceptable. Et bon, j'ai pas eu l'occasion de lire en détail la politique de libre accès en Suisse, mais j'espère qu'elle ne fera pas l'erreur de celle du Canada qui accepte ces pratiques de frais demandés aux auteurs, qui est une pratique commerciale. Alors que une politique devrait plutôt encourager l'auto-archivage. Et surtout viser à ce que les universités et les bibliothèques se réapproprient l'édition scientifique, comme avant l'arrivée des acteurs économiques, que sont les grands éditeurs scientifiques. Donc pour moi, les politiques scientifiques doivent absolument appuyer les revues et les bibliothèques et non l'industrie lucrative des éditeurs commerciaux. Alors je vous montre maintenant cette deuxième voie du libre accès qui est moins connue, moins comprise, alors que pour moi c'est vraiment celle qui est la plus prometteuse. C'est ce qu'on appelle la voie verte, les archives numériques ouvertes, qui sont souvent des dépôts institutionnels, c'est-à-dire des sites web réalisés par des bibliothèques universitaires, souvent à l'aide de logiciels libres, comme DSpace ou ePrints. Donc c'est la bibliothèque qui, dans le fond, change de rôle. Enfin, c'est pas qu'elle change de rôle, mais elle en ajoute un deuxième. Une bibliothèque universitaire, c'est là, à l'origine, pour aider les étudiants et les professeurs à accéder aux publications scientifiques qui se font dans le monde entier. Mais maintenant, les bibliothèques universitaires ont aussi pour mission de rendre accessibles au monde entier les travaux, les publications des chercheurs et des étudiants. Et ça, c'est le rôle des archives ouvertes ou ce qu'on appelle aussi dépôts institutionnels. Qu'est-ce que ces dépôts-là ont en commun? C'est que c'est participatif, c'est-à-dire ce sont les auteurs eux-mêmes qui doivent déposer une copie. Ça peut être soit le PDF si la revue l'autorise, soit la version Word par exemple ou d'un autre logiciel, la version originale de l'article, sans la mise en forme que fait la revue. Donc, c'est l'auteur lui-même qui dépose, ou elle-même, qui dépose l'article dans l'archive pour le mettre en libre accès. En général, l'équipe de la bibliothèque va valider, va vérifier les métadonnées, etc. Mais le geste que doit faire l'auteur, c'est de le déposer. Et ça, dans les sites web, là, ça prend à peu près 10 minutes, même pas. C'est le temps de se connecter, d'aller chercher son fichier Word dans son disque dur, de le télécharger, de l'uploader sur la plateforme de l'archive numérique, d'écrire le titre, et puis voilà, c'est fait. Les chercheurs disent « Ah, ça prend du temps, mais non, ça prend pas de temps du tout. Il faut apprendre à le faire la première fois, mais c'est tout.
Et le problème, c'est de mobiliser les auteurs, hein. C'est ça le grand défi des archives ouvertes, c'est que les auteurs sont tellement habitués à envoyer leur article à une revue et ensuite à s'en laver les mains, qu'ils ne comprennent pas que c'est à eux de faire ce petit geste-là. Si ils publient dans une revue qui n'est pas en libre accès, évidemment. S'ils publient dans une revue qui est en libre accès, ben là c'est un peu moins urgent de le faire. Et en général, ce que les spécialistes disent, pour que ça marche, c'est que les auteurs doivent prendre l'habitude de le faire au moment même, le jour même, où ils reçoivent de la part de la revue un petit mot en disant « votre texte est accepté » dans l'état où il est. Alors tout de suite, c'est là que l'auteur doit aller le déposer dans son archive universitaire. Donc ça, c'est l'exemple de l'archive universitaire de mon université, l'Université Laval. Et là, c'est vraiment très très simple, on n'a même pas à vérifier la politique éditoriale, c'est la bibliothèque qui fait tout. Ça, c'est l'UQAM, qui est une université à Montréal. Ça, c'est son archive ouverte. Alors, elle existe depuis très longtemps, mais malheureusement, elle n'est pas très remplie parce qu'il n'y a pas eu de politique interne à l'université pour vraiment expliquer le libre accès et inciter les chercheurs à faire ce petit geste de 5 minutes pour déposer les articles. Alors que vraiment, on voit la déposer en vers, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Ça, c'est le dépôt institutionnel de Harvard. Donc, vous avez ici toutes les publications des chercheurs de Harvard qui sont en libre accès. Alors, juste un mot pour dire, l'archive de l'Université de Genève me paraît un peu étrange parce que il y a beaucoup de choses qui y sont et qui ne sont pas en libre accès, notamment des thèses. Alors, j'ai trouvé ça vraiment curieux. Donc, j'espère que la nouvelle politique de libre accès va amener cette archive ouverte de l'Université de Genève à être vraiment une archive ouverte. Je voulais ensuite vous dire, il existe quelques bibliothèques numériques qui sont non institutionnelles, si vous voulez, qui sont thématiques, donc qui traversent les universités, qui sont plus définies par leur champ disciplinaire. Et c'est le cas de celle-là, Archive, qui est la première bibliothèque numérique hein, qui a été ouverte en 1991, dès que les chercheurs ont compris qu'Internet pouvait permettre de mettre un article en ligne et que tout le monde pouvait y avoir accès. Alors, vous voyez, il y a plus de presque 2 millions de e-prints. E-prints, ce sont des textes avant même d'être envoyés à une revue. C'est vraiment ce qui sort directement du laboratoire et mis en ligne ici. Et donc, les publications, ensuite, pour eux, c'est plus de l'administration, de la gestion. Le texte est déjà en libre accès. Et c'est physique, mathématiques, informatique, biologie quantitative, finance quantitative et statistique. C'est un énorme, vraiment un énorme réservoir de savoir. Ça, c'est HAL, donc c'est l'archive ouverte du CNRS. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de documents, 360 000. Ce sont et HAL est très ouvert, dans le sens qu'on peut mettre des chapitres de livres, des présentations PowerPoint, toute notre production scientifique, on peut la mettre là. Et ils vérifient même pas si on est vraiment français ou du CNRS, ils acceptent vraiment tout. Donc c'est vraiment un beau projet. Ça, c'est HAL qui a fait une entente avec l'AUF pour créer une archive qui va se spécialiser sur la francophonie et les pays d'Afrique et de l'océan Indien. Malheureusement, ça ne marche pas tellement. Ce qu'on y trouve, c'est surtout par exemple des étudiants africains qui sont en France ou des chercheurs français qui travaillent sur l'Afrique. Mais dans les universités africaines, ça n'a pas eu un tellement grand succès. Je voulais vous présenter aussi cette bibliothèque numérique. Alors elle est privée. C'est une initiative d'un professeur de sociologie qui avait commencé pour ses étudiants à numériser les grands textes, les auteurs classiques de sciences sociales. Et puis, quand Internet est arrivé, eh ben, il a décidé d'ouvrir ça. Et donc, il ne prend évidemment que des textes qui sont libres de droit ou qui sont autorisés par les auteurs. Et il passe ses journées, il a presque 70 ans, il passe encore ses journées à numériser, mettre en ligne. Et vous voyez, il y a maintenant plus de 6000 œuvres, hein, de 1500 auteurs en sciences sociales, et il est extrêmement lu et utilisé, ce site, en Afrique francophone. Il y a à peu près 2 millions d'utilisateurs par année et 9 millions de téléchargements de ces textes-là en 2016. On peut aussi se créer notre propre bibliothèque numérique, par exemple sur cette plateforme Zenodo, qui est faite au CERN,
qui est donc à Genève, et qui offre, dans le fond, à n'importe qui de déposer soit des données, soit des articles, soit des livres, peu importe, en libre accès, en créant des collections, des communautés. Alors, par exemple, pour le projet SOA, donc notre projet sur la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone, on a créé une collection qu'on a appelée Travaux issus du projet SOA, dans lequel on met nos livres, on met nos articles, on a mis toutes nos données, des gros fichiers Excel avec toutes nos données de notre enquête, etc. Alors encore une fois, il y a un outil très intéressant qui a été fait par les gens du libre accès, les bibliothécaires surtout. C'est un répertoire, cette fois non pas des revues, mais des archives ouvertes. Alors vous voyez, on a plus de 2600 un peu partout dans le monde. Donc ça fait aussi une base de données très intéressante. En Afrique, malheureusement, en Afrique francophone subsaharienne, on en a compté juste 3. Et sur les 3, il y en a une, c'est privé, c'est une association qui l'a lancée. Il y en a une autre, c'est lié à un institut de l'ONU, c'est pas une université. Et celui de l'IFAN, l'Institut d'Afrique noire, qui est lié à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, il est inaccessible. Alors c'est vraiment très difficile et c'est notre combat du projet SOA en Afrique francophone. Par contre, il y en a 34 en Afrique du Nord et 130 dans le reste de l'Afrique subsaharienne, donc 33 en Afrique du Sud et 26 au Kenya. En général, c'est un par université. Donc je vous laisse imaginer la carte des dépôts institutionnels. Elle devrait ressembler pas mal à la carte des publications je vous ai montré au tout début. Une erreur fréquente. Alors peut-être que vous dites, mais les revues, c'est pas légal d'aller de mettre son texte, une copie de son texte dans le dépôt institutionnel, les revues sont pas d'accord, etc. Non, c'est faux. La plupart des revues commerciales, les revues acceptent que l'auteur dépose son article en libre accès dans un dépôt institutionnel. Parfois en exigeant un embargo de quelques mois, comme je vous l'ai dit, parfois un embargo de 3 ans, et moi j'ai retiré mon article plutôt que de subir ça. Il n'y a rien d'illégal à déposer son texte sur Internet parce que l'auteur garde toujours un droit moral sur son œuvre. Mais surtout, les scientifiques et vous, si vous êtes des doctorants, des jeunes, vous devez comprendre ça très vite. Vous n'êtes pas obligé de céder tous vos droits sur votre article. Pas du tout. Donc gardez-vous une marge de manœuvre. Et vous pouvez par exemple donner une licence de publication, une autorisation de publication de votre texte à la revue et vous gardez le droit de faire ce que vous voulez de votre texte. C'est vous qui l'avez écrit, financé en général par des fonds publics. Donc il n'y a aucune raison que votre texte appartienne tout d'un coup à une revue qui vous interdise d'en faire quelque chose. Pour le savoir, il y a un site très très utile qui a été fait, qui s'appelle Sherpa Romeo, qui permet de chercher très vite les politiques de droit d'auteur et de dépôt, d'archivage des revues scientifiques. Donc vous entrez le nom de la revue ici, et puis tout de suite, encore une fois c'est participatif, si la revue figure dans le répertoire, on va vous dire c'est quoi la position de la revue par rapport à l'archivage dans la voie verte. Par exemple, l'archivage n'est pas not formally supported, n'est pas appuyé formellement. Parfois, les revues sont silencieuses, ne disent rien. Parfois, elles précisent. Oui, vous pouvez archiver le preprint, donc la version initiale, la version finale, et même la version PDF de l'auteur. Donc, vous entrez le numéro de la revue et on vous dit exactement de quoi, ce que vous avez le droit de faire. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le fond, les revues, pourquoi elles acceptent ça? Mais c'est parce que quand vous déposez un article en libre accès dans votre répertoire, vous faites de la publicité pour la revue. Vous incitez les lecteurs à aller lire les autres articles, et peut-être même à acheter la revue si elle est imprimée. Ou en tout cas, à augmenter le nombre de téléchargements, le nombre de fréquentations de la revue en libre accès. Et ça, c'est une nouvelle métrique qui est en train d'essayer de prendre la place des anciens moyens de mesurer la portée d'un article scientifique. C'est le nombre de téléchargements, le nombre de consultations, le nombre de tweets et de retweets d'un article scientifique. Et ça, c'est seulement le libre accès qui peut vraiment le permettre. D'ailleurs, l'université de Liège en Belgique, c'est l'université qui a été
la première à vraiment réussir le passage au libre accès, avec une politique un peu contraignante pour les chercheurs, puisque le recteur avait décidé que seuls les textes qui étaient déposés dans l'archive ouverte seraient reconnus dans les dossiers de promotion. Donc les chercheurs avaient comme pas le choix d'aller faire le dépôt. Et ça donne qu'il y a à peu près 85%, 90% des chercheurs de cette université qui ont déposé leurs articles dans leur dépôt institutionnel, qui s'appelle Orbi, celui de l'université de Liège, et les chercheurs de cette université sont beaucoup plus cités que la moyenne des chercheurs des autres universités qui ne mettent pas leurs articles en libre accès, et donc qui restreignent leur bassin de lecteurs, évidemment. Donc Sherpa Romeo, un outil très utile. Ensuite, comment faire pour négocier avec la revue? Alors, il y a un mouvement, toujours parmi les défenseurs du libre accès, SPARC, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, qui a imaginé un petit texte que un auteur peut envoyer à la revue en disant « je veux publier, mais avec cette mesure légale ». Donc, l'addendum SPARC, c'est un instrument juridique qui modifie le contrat que l'éditeur vous propose et qui vous permet de garder vos droits sur vos articles. Alors ça, c'est vraiment un petit truc très simple et les éditeurs ont rien à dire là. C'est vous l'auteur. Sans les auteurs, ne l'oubliez jamais, sans les auteurs, une revue ne peut pas survivre. Elle a besoin de vos textes. Donc ça vous donne un levier pour négocier. C'est vraiment... Parler du libre accès, c'est vraiment viser l'empowerment des chercheurs face aux revues scientifiques. Ensuite, l'autre façon de faire, c'est de donner une licence Creative Commons à votre article. Alors ça, c'est un petit peu plus spécial et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, même s'il y en a de plus en plus qui le font. Par exemple, moi, ma présentation PowerPoint, elle est sous licence Creative Commons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une licence libre qui veut dire que tout le monde, tous les lecteurs, sont autorisés à partager et adapter le texte. Évidemment, selon la condition suivante, il faut citer l'auteur et indiquer, c'est ça. Il faut citer l'auteur et la source. Autrement dit, ce n'est pas nécessaire de m'écrire pour me demander l'autorisation d'utiliser mon PowerPoint. Si vous voyez le sigle Creative Commons, le CC, vous savez que je veux, comme auteur, que vous utilisiez mon travail, que vous le diffusiez, en citant d'où il vient, évidemment, la source, que vous le citiez, et donc que je mets mon travail dans ce qu'on appelle les communs de la connaissance, dans le réservoir commun à l'humanité de toutes les connaissances produites. Alors ces licences-là, vous voyez, 2006, il y en avait 50 millions de documents, en 2014, 882 millions, je n'ai pas mis à jour cette image, mais ça ne fait que augmenter. Et on peut aussi donc déposer ces données en libre accès. Alors ça, c'est sur notre plateforme Zenodo. On a, nous, déposé nos fichiers Excel avec toutes nos données en libre accès. Et c'est quoi l'intérêt? Ça permet d'abord, et c'est effectivement ce qui est arrivé, à des étudiants de prendre ces données et d'analyser une partie pour leur mémoire de thèse, leur mémoire de maîtrise, ou bien leur thèse de doctorat, ou d'en faire un petit article. Ça pourrait permettre aussi à des gens de vérifier nos données, comment on les a traitées, etc., de faire des expériences, de visualisation de données. Encore une fois, les données de recherche sont vues ici comme pour le bien commun. Donc, politique de libre accès, la question fondamentale, et c'est ça qu'il faut que vous vérifiez avec votre nouvelle politique de libre accès, est-ce qu'il faut prioriser la voie verte, dépôt numérique, ou la voie dorée payante, en autorisant les frais de publication? Donc nous, ce qui a été au Canada, ce qui a été vraiment un petit peu désolant, c'est que formidable, la voie verte est acceptée, donc on demande, autrement dit, un chercheur peut publier uniquement dans des revues classiques, fermées, payantes, conventionnelles, tout ce que vous voulez, mais il doit pouvoir déposer une version dans le dépôt institutionnel numérique de son université. Donc je peux publier dans les revues les plus fermées qui soient, si je dépose au plus tard 12 mois en libre accès mon article, je respecte cette politique. Mais malheureusement,
cette politique a aussi accepté, hein, vous voyez, c'est cette petite phrase ici, selon les revues, des frais peuvent être demandés à l'auteur. Et ces frais sont reconnus comme des dépenses admissibles par les organismes subventionnaires. Ça, c'est vraiment désolant, parce que ça justifie le fait qu'on prenne du budget de recherche public, donc financé par les fonds publics, pour financer des revues qui sont privées. Alors que moi, je pense que cet argent-là devrait être redonné aux bibliothèques universitaires pour qu'elles développent, par exemple, des plateformes de publication avec Open Journal System. Ça se fait de plus en plus. Dans mon cas de mon université, ça se fait. On va offrir aux revues de les héberger dans le dépôt institutionnel de l'Université Laval avec le logiciel Open Journal System. Ça, c'est de l'argent qui est investi de manière beaucoup plus durable. Et moi, je trouve beaucoup plus normal. Alors, ResearchGate et Academia dans tout ça. ResearchGate et Academia, il y a des gens qui disent « Ah, mais je fais du libre accès, je mets tout ce que je publie sur Academia ou sur ResearchGate. » Malheureusement, c'est pas du libre accès. ResearchGate et Academia, ce sont des réseaux sociaux privés scientifiques, comme Facebook. C'est fabuleux. Ils ont une technologie extraordinaire, mais ça n'est pas du libre accès. Pourquoi? Parce que d'abord, vous devez vous connecter pour entrer. Et puis, surtout, vous donnez vos textes, quand vous les mettez sur ces deux réseaux sociaux, vous leur donnez. Et donc, eux, ils peuvent les vendre. Ils peuvent les marchandiser de nouveau. Et on voit déjà que Academia vient de lancer une formule premium payante, hein, en offrant des services en plus. Là, j'ai vu qu'elle offrait de faire des sites web, et ça aussi, ça va aller avec des frais. Donc, ils essayent, eux aussi, de marchandiser ce qu'ils ont fait. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller sur ces réseaux-là. C'est pour faire justement du réseautage, c'est fantastique. Mais ça n'est pas le libre accès. Le libre accès, ce sont les dépôts institutionnels publics. Voilà, c'est ce que je vous disais là, la mise à niveau vers Academia Premium, 129 $, hein, pour mettre à niveau, pour avoir des petits services supplémentaires. Alors, juste quelques mots sur des plans d'aide qui ont été faits pour les pays du Sud. Des Suds, comme j'aime mieux dire maintenant, puisqu'il y a des Suds qui sont très différents les uns des autres. Ce programme s'appelle Research for Life. Alors, ce sont les grands éditeurs scientifiques, toujours les mêmes, qui se sont mis ensemble en disant on va offrir un certain nombre de revues gratuitement à des bibliothèques universitaires en Afrique ou dans les pays pauvres. Donc, c'est ce que je vous disais, cette espèce de charité. Alors, il y a par exemple Inari, c'est un bouquet de revues qui s'offre à des bibliothèques universitaires, où ça c'est en environnement. Et comment ça marche? Moi, je l'ai vu en allant au Burkina Faso, dans la bibliothèque universitaire, ils installent des ordinateurs avec les bases de données dedans. Et c'est tellement pas du libre accès qu'ils mettent un mot de passe pour accéder à ces ordinateurs et ils le changent tous les mois. Et là où j'étais, au Burkina Faso, la bibliothèque n'avait pas suivi. Et donc, on avait comme ça 2 ordinateurs avec ces bases de données complètement inutilisables. Alors, ils disent que c'est gratuit quand on est abonné, mais ça n'est absolument pas du libre accès. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que ces plans d'aide, ça maintient tout le système en place. Ça résout bon, quand ça marche, évidemment, ça donne un accès rapide aux personnes, ça dépanne à court terme. Mais à long terme, ce n'est pas du tout de l'empowerment local des universités, puisque c'est eux qui choisissent les revues, qui imposent les revues. Et puis c'est un programme qui peut disparaître du jour au lendemain s'ils décident que c'est plus rentable ou s'il y a une petite baisse dans leur profit, c'est là qu'ils vont couper en premier. Donc ça n'est pas quelque chose qui est très souhaitable à long terme. Alors, 6 idées fausses sur le libre accès. Normalement, si j'ai été claire, vous devriez bien comprendre. Première idée fausse, la seule façon de mettre en libre accès des articles évalués par les pairs, c'est de les publier dans des revues en accès libre. Non. Vous pouvez faire, grâce à la voie verte, vous pouvez archiver vos articles qui sont dans des revues fermées et les mettre en libre accès de cette manière-là. Deuxième idée fausse, toutes les revues en libre accès font payer les auteurs.
Non, c'est seulement une minorité de 30, à peu près 30%. Troisième idée fausse, la plupart des frais de publication demandés par certaines revues en libre accès sont payés par les auteurs. Non, ces frais sont payés par les subventions. Alors si on a des chercheurs qui sont un peu conscients politiquement de ce qu'ils font avec l'argent des contribuables, ils devraient refuser de le faire. Publier dans une revue commerciale payante empêche le libre accès. Non, encore une fois, il y a la voie verte. Il faut faire les deux. Les revues en libre accès sont de moindre qualité. Non, comme je l'expliquais au tout début, ça n'a rien à voir. Ce sont deux types de choix éditoriaux qui ne sont pas liés entre eux de façon automatique. Oui, il y a des revues prédatrices, des fausses revues qui se sont créées juste pour tirer de l'argent des chercheurs crédules, mais elles sont en minorité et très combattues. L'obligation de mettre ces publications en libre accès est une atteinte à la liberté universitaire. Ça, on entend ça aussi. Non, la voie verte permet de choisir la revue qu'on veut. On va archiver ensuite. Alors j'espère que tout ça est devenu bien clair pour vous. Alors, comment faire pour passer au libre accès? Si vous voulez être un chercheur ou une chercheuse qui pratique le libre accès pour être en harmonie avec votre nouvelle politique scientifique, quelques conseils, que je synthétise dans le fond autrement tout ce que je viens de vous dire. Si possible, vous choisissez une revue qui publie en libre accès immédiat, ou même un embargo de quelques mois, mais qui rentre dans le cadre de ce que votre politique scientifique vous demande. Vous vérifiez, pour ça, la politique éditoriale dans la base de données Sherpa-Romeo. Si vous voyez que cette revue ne permet pas de libre accès ou que l'embargo est trop long, changez de revue. Ou bien, et là je peux vous dire quelque chose que m'a dit un jour un avocat spécialiste de tout ça, il suffit de changer un mot et c'est plus le même texte. Donc il ne peut rien vous arriver si vous déposez votre texte en changeant juste un mot, même dans le corps du texte, c'est plus le même texte, donc personne ne peut vous reprocher d'avoir déposé un texte dans une archive ouverte. Vous pouvez aussi choisir une revue fermée, mais vous vérifiez, encore une fois dans Sherpa-Romeo, qu'elle permet l'auto-archivage. Ça, c'est très important aussi. Très important de boycotter les revues hybrides, vous vous rappelez, celles qui font payer des revues fermées, mais qui font payer les auteurs qui veulent un article en libre accès. Et, si possible, vous boycottez les revues qui font payer les auteurs avec des fonds publics dans une logique lucrative. Vous ne signez jamais de cession de droit à une revue. Vous négociez une licence non exclusive. Vous utilisez l'addendum Spark ou vous donnez à votre travail une licence Creative Commons en imposant le logo approprié. Et je viens de voir une faute d'orthographe. Ensuite, quand votre texte est publié ou accepté, dès qu'il est accepté, vous l'auto-archivez tout de suite sur le dépôt institutionnel de votre université, sur HAL, dans une archive thématique, vous faites une collection personnelle sur Zenodo, comme vous voulez. Du moment que c'est un site web qui fait partie de tous les sites web interopérables, donc qui obéit bien au protocole Dublin Core avec des métadonnées, etc. Vous ne mettez pas juste votre article, le PDF en ligne quelque part. Et ensuite, vous tweetez, vous partagez, vous invitez les commentaires, vous partagez vraiment, vous montrez le chemin à tous ceux qui pourraient vouloir lire votre article. Alors cette présentation, comme je vous le disais, est sous licence Creative Commons, donc vous pouvez l'utiliser telle qu'elle ou en la modifiant pour vos activités de recherche et de formation. Et je voudrais maintenant, voilà, c'est ça l'article que je disais. Je voudrais maintenant rapidement vous présenter le guide de la recherche documentaire dans le web scientifique libre, qui est un guide que j'ai réalisé quand j'étais en Haïti pour aider les étudiants qui ne le savent pas, qui ne savent pas ce qu'est. Donc ça, vous voyez, c'est le site du projet SOA. Donc, comment bien exploiter la richesse documentaire du web scientifique libre? Il y a des millions et des millions d'articles en libre accès. Et ce qui m'a frappé dans les pays du Sud, c'est qu'ils ne le savaient pas. Mais je me suis rendu compte aussi que dans les pays du Nord,
Tout le monde ne le savait pas non plus. Donc j'ai fait ce petit guide que j'ai validé, ensuite enrichi avec les commentaires de plein de gens, notamment de bibliothécaires, euh, pour vraiment montrer comment les utiliser. Comment faire une recherche bibliographique, hein, une page sous licence Creative Commons, vous pouvez la télécharger, la diffuser, la réutiliser librement. Comment faire une recherche documentaire sans risquer de tomber sur des textes fermés, inaccessibles. Alors bon, je fais la démarche méthodologique habituelle, délimitez votre sujet, choisissez vos mots-clés, utilisez les puissants moteurs de recherche. Alors il y a, et hein, je vous invite aussi à utiliser Zotero. Et parmi les moteurs de recherche, ben, celui que je vous recommande, c'est celui qui s'appelle Bayes. Bayes, il a été fait à l'université de Bielefeld en Allemagne. Et vous voyez, il y a une petite case ici, privilégier les documents en accès libre. Donc vous rentrez vos mots-clés, vous cliquez là-dessus, pardon, et vous n'aurez que des textes en libre accès. Et alors ce moteur de recherche utilise 5000 sources, et notamment le DOAJ, le DOAR, tout ce que je vous ai montré, toutes les bases de données que je vous ai montrées tout à l'heure. Il les moissonne, hein, c'est le thème qu'on, excusez-moi, je me suis trompée, c'est le thème qu'on utilise, il les moissonne et il va vous trouver tous les résultats que vous voulez. Il y a aussi World Wide Science qui rassemble aussi de nombreuses bases de données d'articles en libre accès. Donc c'est deux moteurs de recherche très intéressants. Isidore aussi en sciences sociales. Google Scholar, évidemment, c'est fabuleux. C'est un outil de recherche qui parcourt toutes ces bases de données, mais c'est parfois difficile de voir, de trouver la version en libre accès. Alors, il y a quand même une façon de faire qui n'est pas difficile. Je sais pas moi, on va mettre une auteure comme ça au hasard. Trouver ces articles. Alors vous voyez ici, démarche compréhensible, les méthodes, voilà, un bel article de recherche qualitative. Ça, c'est une revue en libre accès. Et quand vous voyez ici les 5 versions. Alors les 5 versions, ça vous montre, hein, en cliquant là-dessus, vous voyez, il y en a peut-être une de ces versions-là qui est en libre accès. Alors il faut regarder. Donc ça, c'est une façon simple de chercher, de trouver des textes en libre accès. Ensuite, là, je vous propose quelque chose de très important, d'analyser les résultats de vos recherches et de vérifier que vous n'avez pas juste des textes d'hommes blancs. Au nom de la justice cognitive, vérifiez que ce que vous avez retenu représente les travaux des hommes et des femmes, des chercheuses des pays du Nord et des pays du Sud. Très important. Ensuite, vous pouvez approfondir la recherche dans les bases de données si vous pensez que Bayes n'a pas été assez efficace. Et donc là, j'ai remis ici toutes les bases de données que je vous ai présentées et d'autres que j'ai ajoutées. Par exemple, les bases de données en espagnol ou celle du Brésil, Cielo, qui est absolument extraordinaire, quelques plateformes africaines, quelques archives numériques disciplinaires, thématiques, que je vous ai présentées. Sinon, si ça marche pas, il y a le site pirate Sci-Hub. Alors, l'adresse change souvent. En ce moment, c'est CC. Là, vous voyez, c'est IO. Hein? Il a téléchargé, c'est une jeune femme qui l'a fait, il a téléchargé 40 millions d'articles scientifiques. Tout ce qu'il y a dans JSTOR, Kern, etc., vous le trouvez. C'est pirate, mais c'est pour le bien commun. C'est un site qui est situé en Russie, donc la page d'accueil est en russe. C'est très efficace. Et il y a aussi Library Genesis, alors là où vous pouvez trouver des livres complètement en libre accès. C'est également un site qui est lié à Sci-Hub qui se trouve, je crois que c'est au Kyrgyzstan. Pas assez de résultats, essayez d'écrire aux auteurs. Ça, je sais que les étudiants sont parfois timides, mais toujours, les auteurs acceptent toujours. Il y a un bouton, Open Access bouton, où vous pouvez signaler un texte inaccessible. Et il y a aussi un hashtag sur Twitter qui est très efficace, ICANAS-PDF. Vous envoyez la référence de l'article, ce tweet-là, et quelqu'un qui l'a vous le renvoie à son tour. Et puis finalement, le guide encourage à diversifier les sources, hein, et puis à aller sur Twitter, etc. Voilà. Alors, j'espère que vous allez devenir des militants du libre accès.